Prendre les gros efforts. Donc, c'est un peu ça le contrat que M. Legault veut passer avec la population aujourd'hui pour pouvoir se rassembler à Noël. Très bien. Alors, on va écouter, mesdames et messieurs, ce point de presse attentivement. On sera là pour vous analyser, expliquer tout ça. À tout de suite. La série commence contre la Nouvelle-Angleterre, donc on leur souhaite bonne chance. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux proposer aux Québécois un contrat moral pour le temps des fêtes. Ce qu'on propose, c'est de permettre les rassemblements familiaux durant 4 jours. Pas obligé de prendre les 4, là, mais il y a 4 jours qui seraient permis, 24, 25, 26, 27 décembre. En échange, donc c'est un contrat, il y a 2 côtés. Ce qu'on demande aux Québécois, c'est d'essayer de ne pas avoir de contact une semaine avant Noël, une semaine après Noël. Pourquoi? Bien, pour éviter de pousser la propagation du virus. Donc, on voudrait que pendant les rassemblements, les gens aient été confinés, dans le fond, pendant une semaine, puis après, qu'ils restent confinés pendant une semaine. Donc, pour y arriver, première chose, j'ai besoin de la collaboration des employeurs. On ne réussira pas là, à ce que ça soit 100%, mais d'abord, tous les employeurs qui sont capables de faire du télétravail à leurs employés, ça inclut le gouvernement du Québec, il faut le faire. Deuxièmement, pour les entreprises où c'est possible de réduire les activités une semaine avant, une semaine après Noël, ce serait l'idéal. Donc, on le demande, évidemment, on veut pas, on ne l'exige pas. Pour les écoles, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait de l'enseignement à distance. D'abord, si on regarde avant Noël, il y a des écoles qui déjà étaient fermées le 21-22 décembre, mais il y en a qui sont ouvertes. Puis la plupart des écoles devaient être ouvertes aussi le 17 et le 18 décembre. Donc, ce qu'on demande, jeudi le 17, vendredi le 18, lundi le 21 et mardi le 22, qu'il y ait de l'enseignement à distance. Donc, ça veut dire, entre autres, là, que les enseignants vont travailler, vont parler une fois par jour au moins avec les étudiants, même au primaire, et il y aura du travail qui va être donné. Donc, on parle là de 2 à 4 jours, dépendamment des écoles, des régions. Pour après Noël, les écoles devaient être réouvertes, les écoles primaires. Commençons par les écoles primaires. La plupart, c'est le 5 novembre. Il y en a que c'est le 6 ou le 7 novembre. Donc, il n'y aurait aucun changement pour les écoles primaires. Donc, ils rouvriraient à la date prévue, 5, 6, 7 ou 8 janvier. Donc, ça serait clair. Pour ce qui est du secondaire, bon, il faut comprendre qu'au secondaire, c'est un peu moins difficile de faire de l'enseignement à distance. Donc, on prolongerait le congé jusqu'au lundi 11 janvier. Donc, ça serait comme ça à grandeur du Québec, là, parce qu'à grandeur du Québec, on souhaite que durant les 4 jours, les familles puissent se rencontrer et donc, on veut idéalement avoir une espèce de confinement une semaine avant, une semaine après. J'insiste là, pour dire, ce n'est pas des vacances. Il va y avoir du travail de donner aux élèves et il va y avoir un contact, soit par visioconférence, soit par téléphone, donc avec les enfants. Ce qui est important aussi d'ajouter, on a au Québec des écoles spécialisées qui donnent des services à des enfants qui ont besoin de services particuliers. Ces écoles-là vont rester ouvertes pendant toute la période qui était initialement prévue. Pour ce qui est des services de garde, ça va être la même chose que les écoles primaires. Les seuls services de garde qui vont être offerts, ça va être pour les services essentiels. Les parents, les adultes qui donnent des services essentiels. Exemple, les gens de la santé, les enseignants,
les gens des services de garde, donc le personnel des services de garde. Donc, si on se fie à ce qui s'est passé au printemps, ça veut dire qu'il y aurait très peu d'enfants dans les services de garde là, pendant la période du 17, 18, 21 et 22 décembre. Je reviens sur les rencontres du 24 au 27. D'abord, c'est important de préciser là, que si quelqu'un a des symptômes de la COVID, il ne faut pas qu'il aille à ces rassemblements-là. Donc, c'est important de s'isoler quand on a des symptômes. On ne veut pas aller contaminer puis se sentir après coupable d'avoir contaminé, entre autres, nos aînés, des personnes qui sont plus vulnérables. Donc, il faut faire attention. Il faut tout faire pour les protéger. Puis même si on a fait une semaine de confinement avant le rassemblement familial, bien, c'est important de se laver les mains souvent durant la soirée. Puis c'est important autant que possible de rester à 2 mètres, surtout des personnes vulnérables. Puis ce que je veux dire aussi, pour en avoir parlé déjà avec quelques personnes, pas ma mère, là, mais ça se peut qu'il y ait des parents ou des grands-parents qui aient peur, qui trouvent que c'est trop risqué, puis qui préfèrent annuler ces rassemblements-là. Il faut que tout le monde au Québec respecte ça. S'il y a des parents, des grands-parents qui disent « Moi, j'aime mieux qu'il n'y ait pas de réunion cette année », il faut absolument respecter ça. C'est pour eux autres qu'on le fait qu'on ne le fera pas contre eux autres. Donc, ce que je propose, c'est un contrat moral. Donc, d'un côté, il va pouvoir y avoir des rassemblements, maximum 10 personnes, 24, 25, 26 ou 27 décembre. Mais de l'autre côté, on demande de tout faire pour que la semaine avant et la semaine après, les personnes n'aient pas eu de contact avec d'autres personnes. Je comprends qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait au jour de l'an? » On écoute la santé publique. Et je pense que depuis le début de la pandémie, on a écouté la santé publique, on écoute la santé publique. C'est sûr que si on permettait les rencontres le 1er janvier, bien là, ça viendrait créer des problèmes additionnels là, pour la semaine après. Donc, c'est pour ça qu'on accepte de dire il ne faut pas qu'il y ait de rencontres. Là. Je comprends que ça peut être une logistique pas nécessairement facile. Je pense entre autres aux parents qui ont des enfants une semaine sur 2. Il va falloir s'arranger. Peut-être qu'il y en a un qui ait des enfants le 24-25, puis que l'autre ait des enfants le 26-27. Mais moi, j'ai confiance là, que compte tenu de l'urgence, de la gravité de la situation, qu'on va réussir à trouver des compromis. Les parties de bureau, évidemment, sont interdits. Bon, puis tout ce que je vous propose ce soir, c'est sujet à ce que la situation ne se détériore pas d'ici le 24 décembre. Donc, ça veut dire concrètement que tous les efforts qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui pour essayer de limiter les contacts, bien, ça va augmenter nos chances que ça soit possible de se voir à Noël. Donc, c'est important là, de le dire. Il y a comme un « si » là, à ce qu'on propose. J'ai parlé des familles, mais je sais que pour bien du monde, bon, il y en a qui n'en ont plus, malheureusement, de famille, ils ont des amis. C'est permis aussi de voir ses amis pendant ces 4 jours-là. Maintenant, concernant les autres mesures, là, les mesures qu'on a mises en place au début octobre, restaurants, salles de spectacle, les gyms, la situation encore, il y a trop de cas, puis il y a trop de pression encore sur le réseau de la santé. Donc, malheureusement, je vous annonce que ces places-là vont rester fermées jusqu'au 11 janvier. On espère qu'à partir du 11, on va être capable de les ouvrir. Ça suppose qu'il y a une baisse du nombre de cas d'ici le 11 janvier. Donc, je comprends que c'est pas drôle pour, je pense entre autres aux restaurants. Évidemment, toutes les mesures d'aide qu'on avait annoncées vont être prolongées jusqu'au 11 janvier. Et ben, on espère là, que la situation va s'améliorer. Mais quand on regarde la situation un peu partout dans le monde,
bien, on peut se dire deux choses. Un, il y a des endroits que c'est vraiment inquiétant. Puis deux, bien, ces mesures-là, là, restaurants, gym et salles de spectacle, ce sont des mesures qui sont en place à peu près partout dans le monde. Là. Donc, je comprends que c'est une mince consolation. Je veux aussi vous dire, on travaille très fort sur la campagne de vaccination. Je l'ai dit la semaine passée, là, même si la bataille n'est pas finie, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc, dès que les vaccins vont être disponibles, on va être prêt pour vacciner dans toutes les régions du Québec selon un ordre bien précis. Donc, en terminant, je vous dirais, je vous propose aujourd'hui un contrat moral pour le temps des fêtes. Il y a un risque d'associer à ce contrat-là. C'est certain là, que de se voir pendant 4 jours, ou 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça comporte des risques. Par contre, il faut se rappeler que la famille, c'est au cœur de ce qu'on est, c'est au cœur de notre nation. En tout cas, pour moi, ça fait partie de ma vie. Là. Donc, j'ai la chance d'avoir une épouse, 2 fils, je veux les voir. J'ai la chance d'avoir encore ma mère qui a 91 ans. Je ne sais pas pour combien d'années, combien de Noël il reste, mais elle, mes 2 sœurs, je veux les voir. J'ai besoin de voir ma famille. Puis il faut comprendre aussi que là, on est dans une bataille qui était longue depuis le mois de mars. Puis malheureusement, ça va continuer encore pendant un certain nombre de mois. Donc, il faut faire le plein d'énergie. Puis une bonne façon de faire le plein d'énergie, c'est de rencontrer sa famille. Je pense que le temps des fêtes, Noël, c'est un moment qui est précieux. Puis, n'oublions pas que la famille, là, c'est la base de notre vie. Donc, je vous remercie, tout le monde. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais proposer un contrat moral pour la période des fêtes. Nous avons proposé des rassemblements pendant 4 jours, du 24 au 27 décembre, avec au maximum 10 personnes. Ceci dit, nous demandons aux personnes de limiter les contacts le plus possible, 1 semaine avant et 1 semaine après. Ce faisant, lorsque nous allons rencontrer nos amis et nos familles, nous allons limiter le risque de contagion. Pour nous aider en ce sens, je vais demander à tous les employeurs d'aider leurs employés à travailler à domicile dans la mesure du possible pendant ce moment-là. Nous allons également fermer les écoles dès le 17 décembre, mais ceci dit, les étudiants et les élèves vont continuer à recevoir leurs cours, leur éducation en ligne. Donc, il y aura juste 2 à 4 jours d'enseignement à distance pour les écoles primaires. Dans les écoles primaires, le calendrier reprendra. Donc, la rentrée des classes, ce sera le 5, 6, 7, 4 janvier, selon les prévisions depuis quelque temps. Donc, dans les écoles secondaires, un enseignement à distance va se poursuivre jusqu'au 11 janvier. Les écoles offrant des services spécialisés resteront ouvertes. Nous allons également laisser les services de gare ouverts, mais uniquement pour les travailleurs essentiels. Alors maintenant, en ce qui a trait à la période de 4 jours pour pouvoir rencontrer sa famille, les personnes qui ont des symptômes doivent s'isoler, même si c'est Noël. En cas de doute, mieux vaut faire preuve d'attention et éviter de faire courir un risque aux familles. Il est aussi important de continuer à se protéger les uns et les autres en suivant les règles de santé de base le plus possible pendant ces rassemblements. Et si nous visitons notre entourage, nos
membres de famille, on doit faire attention. Ces règles exigent également que l'on assure la stabilité de la situation jusqu'à Noël. On doit donc continuer, poursuivre nos efforts d'ici là pour avoir un magnifique Noël. J'aimerais vous annoncer aussi que les restrictions dans les zones rouges vont se poursuivre jusqu'au 11 janvier et les programmes d'aide financière pour les commerces fermés se prolongeront jusqu'à cette époque aussi. Alors on doit être fort pour pouvoir surmonter cette pandémie et pour ce faire, on a besoin bien évidemment de nos familles. La saison des fêtes est un moment très précieux que l'on passe avec les membres de la famille qui constituent la base de notre famille. Merci. Bonsoir, messieurs. Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, il y a un si à ce qu'on propose. Est-ce qu'on peut définir ce si-là? C'est quoi le maximum de cas de décès, d'hospice qu'on peut tolérer avant de changer d'idée? Bien, si vous me permettez, dans les faits, il n'y a pas de chiffre précis exactement. Là. C'est sûr que le nombre de cas, s'ils vont en augmentant, ils vont générer plus d'hospitalisation. Plus d'hospitalisation et aussi le nombre de cas, plus d'éclosions, plus de difficultés à contrôler les éclosions. Donc, on rentre dans un cycle où là, on voit une augmentation importante et là, il va falloir qu'on évalue la question de la capacité hospitalière parce que rapidement, même si on a des lits puis des appareils, ça prend du personnel aussi pour le faire. Puis, si l'augmentation des cas, on peut avoir du personnel malade. Fait que il n'y a pas de... Je vous dirais, là, c'est sûr que certains seuils, là, on voudrait vraiment rester en deçà de ce qu'on a actuellement. Là. Idéalement, le maintenir, aller en deçà, parce que dans certaines régions, déjà, ça met une pression sur le système. Fait que c'est vraiment une analyse épidémiologique. Puis, je tiens à vous dire encore là, que c'est important, cette nouvelle-là, qu'on nous donne de l'espoir pour pouvoir faire un Noël en famille, en sécurité. Mais c'est très clair que c'est conditionnel aux efforts qu'on va faire d'ici Noël pour stabiliser et réduire la courbe. Chacun des contacts que vous diminuez est majeur. Et ce n'est pas non plus parce qu'on va donner la permission de 4 jours qu'il faut absolument fêter les 4 jours absolument. Plus on augmente les contacts, plus on potentialise. Je pense qu'il faut adapter ça à un Noël actuellement, puis il ne faut surtout pas baisser la garde. Même pendant les réunions de famille, on va vous donner des indications, comment faire les choses. Il faut garder la distanciation, le couvre-visage, puis l'hygiène des mains au maximum. Donc, je veux répéter ça, là. Vous voyez ce qui se passe autour de nous, là? Au Québec, on est dans une situation qui est stable actuellement, fragile, mais stable. Mais si on veut se rendre à Noël, puis on veut profiter de ces moments familiaux qui sont très importants, je tiens à marteler ce message-là. Il faut vraiment qu'on observe les consignes qui sont là. Et avec les mesures qu'on a là, on prend un risque parce que tout rassemblement, Dr. Fauci le dit aussi au CDC, tout rassemblement familial, quand il y a de la transmission importante, ça contribue à augmenter les cas. Mais on comprend très bien qu'on ne peut pas arriver à empêcher les gens de se voir. Mais le contrat moral que dit le premier ministre est majeur. Et on va suivre la situation de jour en jour et espérant qu'on va être capable de maintenir le nombre de cas et d'hospitalisation à ce niveau-ci. Merci. En suivi, j'aimerais savoir s'il y a une possibilité que la décision ou que le contrat qui est offert aujourd'hui devienne à géométrie variable selon les régions. On voit qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est exponentiel aujourd'hui, l'augmentation. Est-ce qu'il y aurait des régions qui pourraient se voir interdire ça et d'autres pas? Bien, comme je le disais dans une réunion précédente, on veut garder ça simple. 2, peu importe la région où on est, ce qu'on souhaite, c'est que les gens se protègent, évitent les contacts une semaine avant, une semaine après, peu importe la couleur de la région. Donc, ça s'applique à tout le monde. Puis, si vous me permettez, M. le Premier ministre, il y a encore un mois quand même d'ici Noël. Et donc, on a déjà vu dans d'autres régions qu'à l'intérieur d'un mois, on était capable d'inverser une tendance. Donc, j'invite les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean à le faire pour qu'ils puissent passer un beau Noël en famille. Merci. On va passer au Journal de Montréal. Oui, bonjour. Nora Lamontagne du Journal de Montréal. Ma question est pour le Dr Arruda. Monsieur, Dr Arruda, vous avez déjà dit que vous vous attendiez à une augmentation des cas après les fêtes. Et là, on apprend que les gyms, les cinémas, les salles de spectacle pourraient reprendre leur activité à partir du 11 janvier.
Est-ce que c'est pas leur donner un faux espoir de faire miroiter cette réouverture-là à cette date-là? Si vous me permettez encore, je pense qu'on a fait, écoutez, l'analyse là, sur le temps des fêtes, là, ça fait depuis 2 mois qu'on regarde toutes les possibilités. OK? Et on ne sait pas où on va être dans 2 semaines ni à Noël. Par contre, ce qu'on se dit, je pense qu'on essaie de donner une perspective aux gens. On donne une perspective pour que les gens puissent s'organiser pour le temps des fêtes dès maintenant. Toujours conditionnel au fait qu'il va falloir contrôler le nombre de cas. On accepte, comme dit le ministre, un risque, je vous dirais, d'augmentation d'un certain nombre de cas, mais contrôlé, si vous me permettez, versus une nécessité de se revoir, d'offrir à nos aînés, j'appellerais un Noël qui est... il faut les protéger, il ne faut pas les isoler. Il faut respecter leur choix aussi quelque part. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on abaisse justement le nombre de cas actuellement au Québec, qu'on diminue les hospitalisations, je veux dire, la période de confinement avant, le fait de ne pas avoir de fête au jour de l'an, va nous aider probablement à nous rendre en janvier dans un état où on pourrait même revenir un peu à ce qu'on est là, mais qui permettrait probablement d'ouvrir avec des conditions très particulières, des milieux qu'on considère à moins risque. Je pense qu'il faut se donner cet espoir-là. En sous-question. Oui, en sous-question, en parallèle, si on veut, vous parlez de réunions de maximum 10 personnes pendant le temps des fêtes. Il y a 4 jours. Il y a toutes sortes de raisons de se réunir pendant les fêtes. Est-ce que ça doit être tout le temps les mêmes 10 personnes qui se réunissent? Non. Ou est-ce qu'il y a cette idée de bulle là aussi qui est encore présente, de familles différentes? Écoutez, dans le temps des fêtes, on a voulu rendre ça simple. Hein? Je veux dire, c'est sûr, moins on a de réunions dans ces 4 jours-là, mieux c'est. Je veux dire, c'est pas parce qu'on vous permet de fêter 4 jours que vous devez nécessairement fêter 4 jours. On sait que le nombre de 10, c'est un nombre qui est reconnu aussi un petit peu ailleurs. C'est un nombre où, et là, on avait parlé avant 3 familles, 2 familles, des bulles, pas de bulles. Là, on a voulu rendre ça plus simple pour être souple et flexible en fonction des réalités des différents types de personnes. OK? Donc, quelque part, ça peut être des personnes différentes. Si vous faites 2 rassemblements, ça peut être 10 personnes différentes actuellement. Idéalement, c'est toujours mieux d'avoir des gens qui vivent ensemble pour éviter d'augmenter la probabilité de contagion. Mais je pense que si on est réaliste, je pense que ça, c'est souple, flexible, ça peut s'adapter à la réalité de certaines familles, des gens qui ne vivent pas ensemble, qui partagent les enfants, des célibataires qui ont des amis qui veulent voir, etc. Mais le principe, c'est permis pendant ces périodes-là. Faites le minimum que vous trouvez acceptable, pas besoin de faire le maximum, mais on vous laisse une certaine latitude. Il ne faut pas dépasser 10, c'est comme ça, puis ça doit se passer entre le 24 et le 27. Merci. On va passer à Véronique Dubé, TVA Nouvelle. Bonjour, ma question va s'adresser à M. Roberge. Donc, on pense à de l'enseignement virtuel. Maintenant, la question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on fait des enfants qui n'ont pas de tablette, qui n'ont pas Internet et qui sont déjà durement touchés depuis le début de cette pandémie? D'abord, vous avez raison de parler d'enseignement. On ne parle pas d'étendre la période de congé ou de vacances de Noël. Donc, on convertit certains jours de présence en classe en des journées d'apprentissage à distance. Pour les jeunes du secondaire, il n'y a pas d'enjeu. On a suffisamment de tablettes, d'ordinateurs dans le réseau pour répondre à tous les besoins à la grandeur du Québec pour les élèves qui n'ont pas un outil dédié à eux à la maison. Donc ça, c'est clair. On n'en a pas suffisamment pour tous les élèves de toutes les écoles primaires, mais il faut dire aussi que pour nos plus petits, de toute manière, je veux dire, leur autonomie pour vraiment manipuler un ordinateur ou une tablette, c'est pas présent. Et de toute façon, ils ne peuvent pas non plus être des heures. Ils n'ont pas la même capacité d'attention pour dire je suis en apprentissage à l'ordinateur plusieurs heures. Donc, je pense que on arrive avec quelque chose qui est tout à fait adapté à la réalité des jeunes. Au secondaire, ils sont capables de le faire, on est équipés pour le faire. Au primaire, il va y avoir un suivi quotidien. Les enseignants sont tout à fait d'accord. J'ai parlé avec la Fédération des syndicats de l'enseignement, j'ai parlé avec l'Association professionnelle des enseignants du Québec. Ils nous ont dit, mais on n'en veut pas de congé, là. On veut assurer un suivi auprès de nos élèves. On peut faire un suivi, un contact à tous les jours. Puis il faut dire qu'on parle de 2 à 4 jours. En décembre, là, pour les écoles primaires, c'est de 2 à un maximum de 4 jours, parce que dès janvier, ils retournent en classe. Donc,
En sous-question, je pense encore aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean où le taux de positivité aujourd'hui est le double que Montréal. Pourquoi ne pas avoir, par exemple, prévu seulement 2 jours dans les régions où c'est vraiment rouge et où ça brûle plutôt que 4 jours? Peut-être, non. Je pense que pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être avant de passer la parole au Dr Arruda, je pense qu'au Saguenay, il faut leur donner encore quelques jours pour se replacer, là, parce que ça a été très, très difficile. Puis, comme vous savez, quand on regarde le nombre de cas, notamment, il faut regarder une moyenne de 7 jours. Parce que là, en ce moment, là, il y a eu des problèmes du côté de certains équipements qui ont empêché les tests d'être faits. Il y a eu des délais dans les laboratoires. Ça n'a pas été un bout facile. Alors moi, j'attendrai encore quelques jours parce que j'ai l'impression, premièrement, qu'on va voir avec toute l'aide qui leur a été envoyée, on leur parle, on est vraiment en support, on est en appui particulièrement pour le traçage parce que c'est ça qui est important, comme vous savez, au début. Fait que je pense que pour le Saguenay, là, étant donné tout ce qui arrive en ce moment, j'aimerais mieux attendre quelques jours, puis on vous tiendra informé, mais je pense que les choses vont se placer, selon moi. Merci. On va passer à François Carabin, Journal Métro. Bonjour, messieurs. Donc, évidemment, vous permettez les rencontres avec maman, papa, grand-maman, grand-papa, des personnes qui peuvent dépasser les 60 ans, donc peuvent se rapprocher de la situation plus à risque là, par rapport à la COVID-19. Quels sont vos conseils aux personnes de plus de 60 ans, si on veut? M. Legault, peut-être M. Dr Arruda pourrait répondre aussi. Bien, premièrement, on ne force pas personne à se rassembler. Comme le disait le premier ministre, si quelqu'un est anxieux et que ça l'inquiète, il faut respecter ça. Je pense puis on va fournir là, au cours des prochaines semaines à tous les Québécois des consignes pour les aider à recevoir, à se réunir je dirais, de la façon la plus sécuritaire. Je pense que, par exemple, je vais vous donner juste un exemple pour comprendre. Il ne faut pas nécessairement que grand-maman tienne le petit bébé là, de la famille ou le jeune enfant pendant 3 heures ou pendant 8 heures. Elle peut participer à la fête. On peut essayer de maintenir une distance avec eux. C'est sûr que les confinements avant, là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, vont aider à ce que si quelqu'un a des symptômes, surtout là, vous avez des symptômes, vous restez chez vous, vous allez vous faire dépister, puis vous n'allez pas voir grand-maman. Vous la verrez quand vous serez mieux après. Là, je pense que c'est bien important. Donc, je pense que ces gens, on veut protéger nos aînés, mais on ne veut pas les isoler. Ça, je pense que c'est important. Fait que, ils peuvent venir à la maison, ils vont s'installer quelque part, on va avoir une certaine distance dans le salon par rapport à eux. Si jamais il y a un contact, c'est un contact qui devrait être court, on peut porter le masque, ça va aider. Puis ne pas rester plus que 15 minutes, là, même idéalement moins longtemps, proche des grands-parents, mais ils vont pouvoir être là, partager le repas avec nous, etc. Merci. Et en suivi, je voulais savoir, peut-être M. Dubé, quelle est la capacité de dépistage et à quel point pouvez-vous l'augmenter au courant des fêtes là, pour s'assurer que les personnes qui ont besoin d'être testées soient testées? Tout à fait. Alors, pas plus tard que ce midi, en début d'après-midi, je parlais encore avec les PDG de tous les 6 CIUS parce que il faut le planifier à l'avance parce que la minute qu'on a pris cette décision-là, il faut être conscient qu'il y aura des gens dans les jours qui vont suivre, qui vont vouloir probablement se faire tester. Alors, ils vont probablement avoir une augmentation de tests. On est capable de les faire maintenant parce qu'on sait qu'on a monté jusqu'à plus de 35 000. Donc, je pense que l'enjeu au niveau du dépistage va être réglé, puis on va avoir le personnel pour le faire. Mais je vous dirais, regardez la progression qu'on a eue. Je parlais encore cette semaine au bureau de Mme Drouin. On est rendu à plus de 200 personnes et plus à Montréal seulement qui font du traçage. On a augmenté notre capacité de traçage dans toutes nos régions à plus de 2200 personnes. Même, je pense que les chiffres sont un petit peu plus élevés. Là, je vous donnerai une mise à jour. Alors donc, on va avoir tout le personnel nécessaire, autant au niveau du dépistage que du traçage. Puis la bonne nouvelle aussi que je vous annonce aujourd'hui, on vient de mettre en ligne là, la fameuse plateforme dont on parlait depuis longtemps, donc la plateforme où le questionnaire va être sur le site Web en direct. Donc, il va encore plus faciliter la période de dépistage et de faire le suivi en traçage. Donc, on est vraiment prêt pour cette période-là. Il s'agissait juste de mettre la date
ce qui était très facile à faire en passant. Hein. Et maintenant que la date est là, bien, tout notre personnel est en train de se préparer pour être prêt. Merci à vous. On va passer à François Garriépi, Radio X. Bonjour avocate. Une question peut-être encore pour commencer pour M. Roberge. C'est concernant les examens du ministère prévus en fin d'année scolaire pour les secondaires 1, 2, 3, 4 et 5, sachant que la valeur des bulletins de janvier et de juin sont de 50 % chacun et que le taux d'échec sera beaucoup plus élevé que les années antérieures, selon plusieurs professeurs avec qui on a discuté. Quand annoncerez-vous la façon de compiler les notes scolaires pour cette année, sachant que le taux d'échec risque d'être historique? En fait, est-ce que vous allez alléger les matières, en fait, ou encore alléger les notes, la valeur des bulletins? C'est une question intéressante sur l'évaluation. Laissez-moi vous dire que d'abord, on a fait plusieurs ajustements depuis le début de l'année. On est en contact direct avec les directions d'école, avec les enseignants, avec les professionnels qui aident les élèves en difficulté. Encore aujourd'hui, mon cabinet est en conversation avec notre comité d'experts. Donc, on a fait plusieurs changements. Puis, on peut s'ajuster encore un peu, mais je vous dirais qu'on en a fait beaucoup, là. On est passé de 3 périodes de bulletins à 2. Il y a un gain là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu moins de temps passé dans les évaluations, un petit peu plus dans l'enseignement. On fait baisser le stress aussi sur l'angoisse de voir arriver un premier bulletin, alors qu'en début d'année, on faisait beaucoup de rattrapage. En remettant le bulletin à la fin du mois de janvier, on fait baisser un peu l'angoisse, on fait baisser un peu le stress, on se donne le temps de finir notre rattrapage avant de voir la matière de l'année. Ensuite, on a pondéré les bulletins de manière que c'était fait. Les derniers bulletins avaient une grande importance, ce qui fait que les jeunes, des fois, ont l'impression que tout se joue en quelques semaines. On a pondéré ça. Pour les examens ministériels aussi, il n'y en a pas à chaque année des examens ministériels. Hein. C'est 4e année du primaire, 6e année du primaire, et puis il y en a à secondaire 2, 4 et 5. Pour les examens ministériels, on a pondéré aussi. On a besoin de mesurer, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, il va y avoir des échecs cette année de manière exponentielle ». Moi, je pense qu'on a mis vraiment beaucoup de choses en place. On a embauché des professionnels, on a décentralisé la prise de décision, on a remis les écoles entre les mains des équipes écoles. Je pense que ça va avoir un impact sur la réussite. Puis quand on aura les examens ministériels, dont on a diminué, encore une fois, la valeur sur le résultat final pour baisser l'angoisse, on pourra vraiment mesurer le succès de nos élèves. Mais il faut se laisser le temps. Mais moi, je pense qu'il va y avoir de très beaux succès parce que nos enseignants au Québec sont capables de s'adapter aux besoins des élèves puis d'en donner un peu plus à ceux qui en ont besoin d'un peu plus. Merci de votre réponse. J'aurais peut-être en sous-question à M. Legault. Début octobre, le ministre Fitzgibbon annonçait de l'aide aux restaurateurs jusqu'à 15 000 $ pour payer les frais fixes, soit le loyer, les taxes, les assurances. Malheureusement, plus de 50 jours plus tard, plusieurs restaurateurs ont dénoncé le fait qu'ils n'ont pas encore reçu les sommes. Quand allez-vous verser les sommes aux restaurateurs promises en début octobre? Oui. Bien, écoutez, je n'ai pas une date précise, là, mais je sais que Pierre Fitzgibbon est très au courant qu'il y a des délais à certains endroits, dans certaines régions, entre autres pour les plus petits restaurants. Donc, il travaille très fort là, pour que ça soit envoyé le plus rapidement possible, mais je pense que ça devrait être dans les prochaines semaines. Merci à vous. Véronique Lauzon, la presse. Pour vous, M. Legault, vous nous avez dit mardi qu'il pourrait y avoir des petits changements dans les mesures pour les activités, peut-être pour les jeunes. Avez-vous des détails? On continue de discuter avec la santé publique. J'aimerais ça permettre aux jeunes de faire du sport. Évidemment, dans les arénas, c'est à l'intérieur, même s'il y a beaucoup d'espace. Il y a les ronds à patiner extérieurs. Je me rappelle des beaux souvenirs. Donc, on continue les discussions. Et ça va bien, les discussions? Ah, ça va très bien. Ça va vraiment très bien. Ça va bien aller. Ça va bien, parfait. Et pour les rencontres pendant les fêtes, est-ce qu'on peut se promener dans les régions, dans différentes régions? Pas souhaitable. C'est pas souhaitable. Ce n'est pas recommandé, même, je dirais, pas fortement recommandé. Vous vous rappelez aussi que quand vous venez d'une région rouge, vous devez appliquer dans la région où vous allez la même chose. Par contre, on est conscient que dans certaines situations, ça pourrait arriver. Si jamais ça l'arrivait, même si ce n'est pas recommandé, il faut vraiment appliquer les mesures. Je vous dirais, là, c'est sûr que quelqu'un, sans le vouloir, un fils qui va aller voir sa mère, par exemple, au Bas-Saint-Laurent, pourrait voir bien faire, la voir, mais pas se rendre compte qu'il est contaminé. Je ne sais pas si vous comprenez. Surtout s'il n'a pas fait le confinement avant. Le fait que, vous comprenez, c'est comme ça aussi
que des virus sont passés d'une région à une autre. Je ne veux pas entrer dans les détails. Au Saguenay, ça a été des éléments de cette nature-là. Donc, je pense que ce n'est pas recommandé. Si c'est fait, mettons qu'il y a des situations particulières où ça doit être fait, beaucoup de précautions, s'il vous plaît. Merci. Je vais donner un exemple comme ça au hasard. Disons quelqu'un de Montréal qui va à Tremblant à son chalet la fin de semaine. Bien, il faudrait qu'il apporte sa bouffe pour la fin de semaine, qu'il reste à son chalet et qu'il n'aille pas au restaurant. OK. On va passer à Marco Fortier, Le Devoir. Oui, bonsoir. Bonjour. Donc, les Québécois qui veulent fêter Noël doivent s'isoler donc une semaine avant. Mais cette semaine-là, c'est la semaine la plus achalandée dans les magasins et les centres commerciaux. Est-ce que c'est un risque qu'on doit prendre comme société d'aller côtoyer plein de monde pour acheter nos cadeaux de Noël? C'est une question que j'ai posée. Hein? Donc, je vais être bon pour être journaliste à un moment donné. Effectivement, mais il y a un risque. Mais le risque n'est pas grand, ce que je comprends. Là. Dans les magasins, on ne vit pas beaucoup de problèmes. Les abattoirs, il y a des problèmes. Dans les écoles, il y a beaucoup d'éclosions. Mais dans les magasins... Là... Si vous me permettez, je pense premièrement, on favorise qu'on achète Québec. On peut soit le faire en ligne, soit le faire dans des centres commerciaux. Les centres commerciaux, on a eu des discussions avec eux, vont insister pour... Je veux dire, c'est sûr que si vous êtes à risque, vous avez peur d'aller dans un endroit où il y a une fréquence d'achalandage, essayez d'aller chercher une alternative. Par contre, les centres commerciaux vont s'assurer d'augmenter les mesures d'hygiène, créer des corridors, éviter les listes d'attente, les lignes d'attente où on est collés les uns sur les autres. Je pense qu'il y a un moyen de fonctionner comme tel sans obtenir une contamination importante. Mais chaque personne doit évaluer sa situation, son propre risque et peut-être aller à un moment où il y a moins d'achalandage. C'est sûr qu'on recommande aux gens de probablement faire leurs achats le plus tôt possible pour éviter la cohue de la veille puis de la dernière minute. Moi, ça m'arrive souvent pour des raisons de travail d'attendre la dernière minute, mais cette année, faites le don assez tôt pour justement éviter, distribuer la consommation dans les centres et on a demandé la collaboration des propriétaires de centres commerciaux, etc., pour s'assurer que ça se fasse de façon adéquate. Ça a été le cas au début dans le déconfinement. Il y avait vraiment un respect, on ne voyait pas les gens se coller à l'entrée, mais on va redemander aux gens de faire ça. Portez le masque, lavez-vous les mains, et puis allez-y, mais faites attention à ne pas vous rapprocher des autres. Puis commencez votre magasinage plus tôt. Les rabais commencent déjà plus tôt. C'est beau? C'est bon. Prochaine question. Est-ce que c'est la presse canadienne? Oui. Oui, vous avez dit plutôt, M. Dubé, que vous allez augmenter la capacité de dépistage pendant les fêtes. Est-ce que vous allez augmenter la capacité en termes de main-d'œuvre aussi? Jusqu'à quel point? Parce que j'imagine, par exemple, le 24 décembre, il y a des gens qui vont se dire, on va voir grand-maman après-demain, on va aller se faire tester. Avez-vous prévu le 24, le 25, le 26 avoir une grosse capacité de main-d'œuvre pour les asymptomatiques qui ne veulent pas prendre de risques? Bien, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, puis je vais le répéter parce que c'est important. On va voir la capacité de testage qui va être nécessaire. J'en ai parlé cet après-midi avec les PDG. Tout le monde attendait de voir comment on allait s'organiser dans les dates, mais je rappellerai une chose, par exemple. C'est que on ne va pas se tester juste pour être certain qu'on n'a pas le COVID. Là. Il faut rappeler les 3 critères. Les critères, c'est est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un? Est-ce que vous avez les symptômes? Puis, est-ce qu'on vous a appelé pour faire du traçage? On ne peut pas s'assurer qu'on n'est pas symptomatique juste en allant se faire tester sans la bonne raison. Alors moi, je pense que la période qui va être importante, où on va devoir s'assurer d'avoir le bon personnel et d'avoir toute l'information nécessaire, ou le personnel nécessaire, pardon, c'est après le 24. Et c'est ça qu'on discutait cet après-midi avec nos PDG, d'être certain qu'on va avoir toutes les ressources dans chacun de nos centres de dépistage. Et c'était pour ça qu'on voulait absolument que notre nouvelle plateforme soit en ligne pour qu'on puisse... Donc maintenant, ça veut dire qu'on a 1 mois pour la tester. Donc, je pense qu'en termes de capacité, on va être là. Je tiens à dire que c'est très dangereux de se fier sur un test qui est négatif et de penser qu'on ne peut pas contaminer quelqu'un.
Parce qu'avant que le test devienne positif, ça prend un certain temps, puis vous êtes des fois déjà contagieux. Fait que les gens qui pensent qu'en faisant un test le 23 ou même le 18, 19 ou 20, puis d'avoir le résultat qui est négatif le 21, là, puis qui vont aller au party en prenant pas des mesures, là, c'est hyper dangereux. Il y a plein de gens qui ont passé des tests, qui pensaient qui ont été négatifs, qui pensaient qu'ils n'étaient pas contagieux. La chose à faire, c'est ce qu'on vous a dit, c'est de faire les éléments de confinement qu'on vous dit. Et si vous avez des symptômes, vous allez vous faire tester. Si vous avez des maladies, vous allez vous faire tester. Mais surtout pas se fier sur un test négatif. Je vais vous dire, c'est une grande erreur. Ce qu'il faut, c'est s'assembler avec les consignes qu'on vous donne. Peut-être que je vous rajouterais, puis je pense que la plupart des journalistes qui sont avec nous là, sont au courant qu'il y aura un briefing technique demain matin. Mais j'espère que j'ai le bon carton, oui, ici. Je ne sais pas si vous n'êtes pas capable de voir à cette distance-là, mais il y aura un briefing technique demain matin pour les journalistes avec non seulement le docteur Arruda, mais avec le docteur Lidvac, que vous connaissez, là, qui avait fait le système d'alerte. Puis ce document-là va vous être disponible demain matin, il va être en ligne. Explique vraiment les étapes de contagiosité et on prend le calendrier, le même calendrier, pour expliquer que quelqu'un qui serait positif, par exemple, à compter du 16, à quel moment il est contagieux, à quel moment il peut transférer la maladie, etc. Et c'est très bien expliqué ici. Puis on met la période importante, justement, du 24 au 26. Fait que j'inviterai les gens, et c'est pour ça qu'on n'a pas rentré dans le détail de ça ce soir, mais votre question est très à propos. C'est ça qui nous préoccupe ici, et c'est pour ça qu'on a décidé de laisser cette période-là. Et les journalistes demain pourront poser toutes les questions au docteur Lidvac, parce que c'est vraiment lui, avec Dr Arruda, qui a monté le système de protection. Alors ça sera disponible pour vous demain matin. Donc, vous ne conseillez pas aux gens qui, juste par principe de précaution, voudraient aller se faire dépister avant Noël, avant de rencontrer grand-maman? C'est parce que je vous dirais la réponse, c'est non, parce que c'est pas parce qu'on vient de se faire tester il y a 24 heures que 6 heures après, pour X raison, vous ne pouvez pas contagier quelqu'un. C'est ça qui est le problème. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'assurer que si on se sent correct, on n'a pas de symptômes, on n'a pas été en contact avec quelqu'un, on ne s'est pas fait appeler, gardez les mesures de confinement. C'est ça qu'il faut faire. Gardez les mesures sanitaires. Puis là, à ce moment-là, si vous pensez que durant les 4 jours, là, vous avez ces enjeux-là, bien, allez vous faire tester le plus rapidement possible. On va y aller avec Jacques Bissonnet, Radio-Canada. Oui, bonjour, monsieur. Une question pour le Premier ministre. Écoutez, donc, si je comprends bien, le jour de l'an, là, c'est les Québécois dans leur bulle et... on regarde le bye-bye. On regarde le bye-bye, puis on se souhaite une bonne santé à la maison. Et il n'y a vraiment rien à faire. Puis on essaye d'oublier 2020. Voilà. C'était ma seule question. Merci. On va passer en anglais ou on switch to English? Donc, nous allons passer à l'anglais avec... Alors voilà, mesdames et messieurs, Monsieur Legault qui dit le jour de l'an, regardez le bye-bye. Non, il n'y en aura pas de rassemblement. Puis Monsieur